Salut tout le monde, bienvenue à un nouvel épisode de Sur ce, bonne soirée. Aujourd'hui, on vous parle du classement des équipes de la Ligue américaine et de la Ligue nationale de la MLB. Commençons tout d'abord dans la Ligue américaine avec la division de l'Est. Commençons tout d'abord avec les Orioles de Baltimore. La saison des Orioles a été marquée par une ascension continue, solidifiant leur statut de prétendant sérieux à la Série mondiale. L'équipe affiche un excellent bilan de 73-52, se plaçant parmi les meilleurs de la division au premier rang. Leur attaque est puissante et régulière, avec des performances exceptionnelles des jeunes talents comme Adley Rutschman et Gunnar Henderson, mais surtout d'Anthony Santander qui cette saison présente une fiche de 36 circuits et 80 points produits en 119 matchs. La rotation des lanceurs menée par Grayson Rodriguez et Corbin Burnes, qui ont respectivement 13 et 12 victoires, a fourni des performances solides, soutenues par les releveurs efficaces. En défense, les Orioles ont montré une grande cohérence contribuant à leur succès global. Grâce à une combinaison de jeunes talents et d'expérience, Baltimore a non seulement rivalisé efficacement avec les autres équipes de la division, mais s'est aussi imposé comme une des puissances cette saison. Passons maintenant aux Yankees de New York, qui cette saison a été marquée par des performances solides, malgré quelques difficultés au milieu de la saison. L'équipe affiche un excellent bilan identique aux Orioles de 73-52, restant compétitif dans la division au deuxième rang. L'attaque est menée par Aaron Judge qui cette semaine a réussi à devenir le joueur à réussir 300 circuits le plus rapidement dans la ligue, à une excellente saison de 44 circuits et 111 points produits. Il faut aussi souligner l'apport offensif de Juan Soto avec 34 circuits, dont 3 dans un même match face aux White Sox le 14 août dernier, et 87 points produits. La rotation des lanceurs, malgré quelques difficultés dont l'absence de Garrett Cole au début de la saison et des difficultés de Nestor Cortez, a quand même été efficace, offrant de bonnes performances à l'équipe. En défensive, les Yankees ont maintenu un haut niveau de jeu, contribuant à leur succès. Cette combinaison de puissance offensive, de solidité défensive, permet aux Yankees de se positionner très bien en vue des séries. Il ne faut pas oublier par contre que la nouvelle acquisition des Yankees, Jazz Chisholm, après un excellent départ, a malheureusement subi une blessure qui devrait le faire rater le reste de la saison. Passons maintenant à une équipe un peu surprise cette saison, les Red Sox de Boston, qui ont eu une année pour le moment avec des hauts et des bas. L'équipe affiche un bilan correct vis-à-vis les attentes du début de saison qui était très basse, avec un dossier de 65-58 en troisième place, mais à 3 matchs et demi seulement d'une place en wildcard. L'attaque est menée par Rafael Devers qui livre une bonne saison avec 27 circuits, soutenu par des contributions importantes de joueurs comme Yoshida, Jarren Durant et Ceddanne Rafaela. La rotation des lanceurs, surtout Brian Bello et James Paxton, font de l'excellent travail, tandis que le bullpen a été fiable dans les moments cruciaux, surtout dans le cas de Kenley Jansen, qui compte 23 sauvetages jusqu'ici. En défensive, les Red Sox ont été cohérents, limitant les erreurs et renforçant leur jeu global cette saison. Reste à voir maintenant de quelle façon les Red Sox vont finir la fin de la saison, eux qui sont, comme je l'ai dit un peu plus tôt, à 3 matchs et demi seulement d'une place dans le wildcard et de rentrer dans les séries. Donc ça va être vraiment intéressant la course entre les Orioles, les Yankees et les Red Sox. Vraiment, et dans le wildcard pour voir ce qu'ils vont réussir à faire. Eux qui pourtant, au début de saison, la plupart des analystes pensaient vraiment que les Red Sox allaient finir au dernier rang de la division.
Passons maintenant aux Rays de Tampa Bay qui ont une saison compliquée, 4e au classement présentement avec une fiche de 62-61, 6 matchs et demi de retard sur une place dans le wild card. Plusieurs joueurs déçoivent offensivement cette saison comme Jose Siri qui ne compte que 14 circuits et que seulement 38 points produits. Une bonne saison tout de même pour Christopher Morel, le joueur de 3e but qui compte 20 circuits et 53 points produits jusqu'ici. Du côté des lanceurs, encore une fois, beaucoup de difficultés au niveau des partants qui n'aident pas vraiment l'attaque dormante des Rays. Il faut tout de même souligner la bonne saison de Garrett Clevinger qui en 53 matchs a un dossier de 7-3 avec un ERA de 2.89, 60 retraits au bâton et 3 sauvetages. Il faut aussi rappeler qu'à la date limite des transactions, les Rays ont échangé leur joueur étoile Randy Arozarena aux Mariners en retour de 2 jeunes joueurs, Aiden Smith et Brody Hopkins, en plus d'un joueur qui sera nommé plus tard. Rien vraiment à court terme pour aider l'équipe à remporter des victoires. Il faut déjà penser à l'an prochain de leur côté. Passons maintenant aux Blue Jays de Toronto. Et encore une fois, une équipe qui connaît beaucoup de difficultés cette saison. Dernier au classement avec une fiche de 58-66 et 11 matchs derrière une place en wildcard. On peut malheureusement dire que leur saison est déjà fichue et qu'ils doivent se tourner vers la saison prochaine et le futur. Une équipe qui avait beaucoup d'attentes envers le résultat et comme le directeur général a dit lors d'une entrevue, c'est l'une des saisons où les grosses attentes ont été des échecs complets résultant à leurs grandes difficultés. Au total, 8 joueurs ont changé d'adresse cette saison et 14 sont arrivés avec l'équipe. On compte d'ailleurs le départ de Danny Jansen vers Boston, Justin Turner vers Seattle, et Yusei Kikuchi vers Houston. En attaque, on peut apprécier par contre la très bonne saison de Vladimir Guerrero qui compte 25 circuits et 80 points produits, en plus d'avoir réalisé une séquence de 22 matchs avec un coup sûr plus tôt cette saison. Du côté des lanceurs, beaucoup de difficultés à avoir des performances régulières, ce qui nuit grandement à l'équipe. Saison à oublier aussi pour Bo Bichette, qui n'a disputé que 79 matchs et amassé qu'un maigre 4 circuits. Allons-y maintenant avec la division centrale. Commençons avec les Guardians de Cleveland qui mènent la division centrale de l'américaine avec un excellent 72 victoires, 52 défaites et sont présentement en 2e position dans la ligue pour les séries. Malgré un début de saison assez difficile avec un décevant 4 victoires, 8 défaites à leurs 12 premières parties, ils ont vraiment remonté la pente dès le début du mois de mars, particulièrement grâce au succès de leurs 2 meilleurs frappeurs, José Ramirez et Josh Naylor. En 121 matchs, Ramirez a 132 coups sûrs, 32 circuits, ce qui le met en position du 7e meilleur de la ligue dans cette statistique, et 100 points produits, dépassant son total de la saison dernière de 80 points produits, ce qui le classait 2e de la ligue, juste derrière Aaron Judge, qui mène avec 111 points produits. Josh Naylor, dans son cas, en 116 matchs, 105 coups sûrs, 27 circuits et 89 points produits, ce qui le met en 6e position du meilleur de la ligue dans cette statistique. Pour ce qui est du lanceur Emmanuel Clays, il a 37 sauvetages, ce qui le met en 2e meilleure position dans cette statistique, juste derrière Ryan Helsley avec 38. Les Guardians et les Orioles de Baltimore se battent encore et toujours pour la première place de la Ligue américaine. Les Orioles qui, eux, ont gagné leurs 2 dernières parties contre les Guardians à leur dernière série. Malgré tout, Cleveland sont assurés d'être présents pour les séries, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire la saison dernière. Allons-y maintenant avec les Twins du Minnesota qui sont 2e de la division centrale avec un très bon quand même 70 victoires, 54 défaites, ce qui les met 4e dans la Ligue américaine et au 2e spot du wildcard de l'américaine, juste derrière les Yankees de New York. Du 22 avril au 4 mai,
Ils ont été invaincus pendant 12 parties consécutives, balayant ainsi 2 fois les White Sox de Chicago et 1 fois les Angels de Los Angeles. La série de victoires a été malgré tout arrêtée par les Red Sox de Boston le 5 mai par une défaite crève-cœur de 9-2. Malgré une liste de blessés de 18 joueurs, dont Carlos Correa, qui devrait retourner normalement au jeu à partir du 29 août à cause d'une blessure au talon, ce sont Willie Castro qui a eu 115 coups sûrs, 10 circuits et 47 points produits, Carlos Santana avec 96 coups sûrs, 18 circuits et 55 points produits, et Max Kepler avec 89 coups sûrs, seulement 8 circuits et 41 points produits, qui mène l'attaque des Twins cette saison. Malgré tout, c'est une saison quelque peu décevante pour Max Kepler qui est loin de rattraper les succès de la saison dernière avec ses 24 circuits et 66 points produits de la saison dernière, mais qui reste tout de même constant au bâton malgré les blessures qu'il a subies pendant cette saison, ce qui a réduit son nombre de parties jouées à 97. Ryan Jeffers, dans son cas, même avec ses 94 parties jouées, mène son équipe avec 19 circuits et 57 points produits. Malgré les difficultés et les blessures, les Twins tentent le tout pour rattraper les leaders de l'américaine et de se reprendre en séries qui ont été conclues face aux Astros de Houston la saison passée. Allons-y maintenant avec les Royals de Kansas City, qui sont présentement 3e de la division centrale avec un 69 victoires et 55 défaites, une bien meilleure saison que l'année passée, eux qui ont fini dernier de la division centrale avec un résultat complètement médiocre de 56 victoires et 106 défaites, qui sont une des 4 équipes l'année passée qui ont atteint malheureusement le plateau des 100 défaites, avec les A's d'Oakland, les Rockies du Colorado et les White Sox de Chicago. Ils sont présentement 3e du wildcard dans la Ligue américaine et tentent de revenir en série éliminatoire pour la première fois depuis 2015. Là où ils avaient gagné les séries mondiales face aux Mets de New York, remportant ainsi leur 2e série mondiale de leur histoire. Une saison vraiment excellente pour Bobby Witt qui, en 124 parties, a 173 coups sûrs, 25 circuits, et 91 points produits qui le met en 5e position de la Ligue dans cette statistique, juste derrière son coéquipier Vinny Pasquantino qui lui a 92 points produits, incluant 18 circuits et 120 coups sûrs en 120 parties, a déjà sa 3e saison avec les Royals. Le lanceur Cole Ragans continue son efficacité au lancer avec 174 retraits cette saison, le classant 5e meilleur de la Ligue dans cette statistique. Et le vétéran des Royals depuis maintenant déjà 11 saisons, Salvador Perez, reste l'un des meilleurs de son équipe avec 124 coups sûrs, 22 circuits et 82 points produits en 121 parties, ce qui classe 12e meilleur dans cette statistique. Il a été le MVP lors de la dernière victoire des Royals en Série mondiale et tentera de ramener son équipe dans cette direction lors des prochaines séries. Allons-y maintenant avec une équipe qui reste en difficulté depuis quelques saisons, les Tigers de Détroit, qui sont présentement 4e de la division centrale de l'américaine avec un très décevant 61 victoires, 64 défaites, eux qui avaient terminé la saison passée 2e de leur division, mais sans se rendre malgré tout en série pour une 9e année consécutive. Malgré les succès vraiment excellents du lanceur Tarik Skubal, qui est le 3e meilleur lanceur pour ce qui est des retraits avec 185, l'attaque de l'équipe est constamment en déclin, eux qui sont 27e de la Ligue dans la moyenne au bâton. Riley Green reste tout de même le meneur de son équipe avec 17 circuits et 51 points produits, le seul de son équipe à avoir 50 points produits et plus depuis le début de la saison. Leur dernière apparition en série remonte à 2014, où ils se sont fait balayer par les Orioles 3-0 en série de division. Et depuis, les Tigers sont absolument incapables d'atteindre les séries et devront vraiment réfléchir à l'avenir de l'équipe et aux résultats extrêmement décevants de l'attaque pour une saison encore.
Et pour les derniers de la division centrale de l'américaine, les White Sox de Chicago, qui sont derniers de la Ligue américaine et derniers de leur division avec un résultat vraiment terrible de 30 victoires, 95 défaites. Eux qui sont à 5 parties, encore une fois, d'atteindre les 100 défaites une fois de plus. Cette saison, les White Sox de Chicago ont atteint vraiment un record absolument incroyable de 21 défaites consécutives cette saison, ce qui a évidemment amené le renvoi de leur manager Pedro Grifol et 3 autres assistants coach. Vraiment, tout semble aller mal pour l'équipe, malgré le talent de Garrett Crochet, qui reste quand même un des bons lanceurs de l'équipe et qui est le 4e meilleur lanceur pour les retraits avec 176, ou encore les 14 circuits et 52 points produits de Andrew Vaughn, qui tente désespérément d'amener son équipe vers le succès. La liste de 20 blessés, évidemment, améliore pas le sort des White Sox, et vraiment l'avenir ne semble vraiment pas prometteur pour cette équipe qui dégrade d'année en année. Allons-y maintenant dans la division de l'Ouest dans la Ligue américaine, avec les Astros de Houston. Les Astros ont affiché des performances impressionnantes lors des 10 derniers matchs avec une fiche de 9-1, ce qui consolide leur première place avec un bilan positif de 67-56 en date du 18 août, se classant parmi les meilleures équipes de la Ligue américaine. L'attaque a été dynamisée par des joueurs clés comme José Altuve, Alex Bregman et Yordan Alvarez, qui ont contribué significativement aux statistiques offensives de l'équipe. La rotation de lanceurs avec Lance McCullers Jr., Framber Valdez et Christian Javier a été solide, assurant une stabilité cruciale sur le monticule. En défense, les Astros ont montré une grande efficacité avec des joueurs comme Kyle Tucker et Jeremy Pena renforçant leur jeu. Les Astros nous ont habitués depuis plusieurs saisons à être très dominants en série d'après-saison. Restera à voir si encore une fois cette année, ils sauront être décisifs et se rendre loin. Maintenant, passons aux Mariners. La saison des Mariners a été marquée par des performances non constantes, mais l'équipe reste toujours en compétition dans la course aux séries avec une fiche de 64 victoires et 61 défaites. Les Mariners sont actuellement en 2e position dans la division de l'Ouest, 4 matchs derrière les Astros. Leur succès cette saison se repose en grande partie sur un excellent pitching avec une ERA collective de 3.52. Bryan Woo, un jeune lanceur s'est particulièrement distingué par ses performances. Lui qui a une fiche de 5 victoires, 1 défaite, un ERA de 2.06 en 14 rencontres. Cependant, l'attaque a été moins productive avec une moyenne au bâton de .217. Malgré une baisse de régime, Julio Rodriguez a répondu présent dans les moments décisifs, lui qui en 106 matchs totalise 11 circuits, 38 points produits, 18 buts volés pour une moyenne au bâton de .264. Maintenant pour les Rangers du Texas. La saison 2024 des Rangers a été marquée par une lutte constante pour maintenir un équilibre dans la ligue. Après avoir remporté la Série mondiale en 2023, les Rangers ont entamé 2024 avec de grandes ententes. Cependant, des défis importants, notamment des blessures à des joueurs clés comme Jacob deGrom, ont affecté leur performance tout au long de la saison. Malgré un début de saison assez solide, les Rangers ont connu des difficultés à partir de mai, enchaînant plusieurs séries de défaites, notamment contre des équipes comme les Mariners de Seattle et les Phillies de Philadelphie. Ces revers les ont fait chuter dans le classement de la AL West, une division compétitive avec des rivaux comme les Astros de Houston et les Mariners.
les Rangers ont tenté de se redresser à la mi-saison avec quelques séries de victoires, mais ils ont continué à alterner entre victoires et défaites, ce qui les a empêchés de retrouver le sommet de la division. La gestion des blessures et l'incapacité à capitaliser sur les opportunités ont rendu leur parcours vers les séries éliminatoires difficiles. Avec un dossier de 57-68 en date du 18 août, ils ont 11 matchs de retard sur les Astros et 12,5 de retard dans la course pour une place en wildcard. Maintenant pour les Angels de Los Angeles, la saison 2024 de Los Angeles a été marquée par des hauts et des bas. Sous la direction de leur nouveau manager, Ron Washington, les Angels ont lutté pour rester compétitifs dans une division difficile, mais il y a eu quelques points positifs. Tout d'abord, plusieurs jeunes talents ont émergé, notamment Nolan Schanuel, Zach Neto et Logan Orope, qui semblent être des piliers pour l'avenir de l'équipe. Du côté des lanceurs, José Soriano et Ben Joyce ont montré des promesses pour le futur. Cependant, malgré ces développements, l'équipe n'a pas réussi à inverser la tendance générale d'une saison décevante. Les blessures n'ont pas aidé non plus avec l'absence de l'un des meilleurs joueurs du circuit, Mike Trout, blessé à un genou. L'une des raisons pour lesquelles cette saison pourrait ne pas être considérée comme un échec total est la baisse de la performance des autres équipes de la division AL West, notamment les Rangers du Texas et les Astros de Houston, qui ont également eu des difficultés cette année. Les Angels pourraient potentiellement finir en milieu du classement de leur division, ce qui, vu leur situation, pourrait être considéré comme une réussite relative. Et maintenant pour les Athletics de Oakland. La saison 2024 des Athletics a été marquée par des difficultés constantes. Avec un bilan global inférieur à la moyenne, avec un dossier de 53-71, l'équipe a eu de la difficulté à trouver du rythme tout au long de la saison. Leurs attaques ont été souvent insuffisantes avec des performances inégales des frappeurs, bien que certains joueurs recrues ont montré du potentiel pour le futur. La rotation des lanceurs a souffert de performances irrégulières et de blessures, ce qui a affecté leur performance globale. Le bullpen a également été un point faible, avec des moments très difficiles tout au long de la saison. En défense, bien que globalement solide, l'équipe a parfois commis des erreurs coûteuses. Les Athletics ont eu du mal à rivaliser efficacement dans leur division, faisant de 2024 une saison difficile. Ils sont présentement en course avec les Angels pour déterminer qui finira 4e et 5e de la division. Passons maintenant dans la Ligue nationale avec l'Est et commençons tout d'abord avec les Phillies de Philadelphie, qui cette saison a été marquée par de très bons résultats, confirmant leur statut de prétendant sérieux au titre. L'équipe affiche un excellent bilan de 73-51, premier au classement, notamment grâce à une attaque puissante menée par Bryce Harper avec 26 circuits et 73 points produits, Alec Bohm, 13 circuits, 85 points produits, et Kyle Schwarber, 28 circuits et 78 points produits, qui ont été des piliers offensifs tout au long de la saison. La rotation des lanceurs avec entre autres Zach Wheeler et Aaron Nola en tête a offert des performances solides soutenues par un bullpen efficace dans les moments décisifs. En défense, les Phillies ont montré une grande efficacité, limitant les erreurs et maximisant leurs opportunités. Encore une fois cette saison, les Phillies seront une équipe qui sera très intéressante à voir jouer en série, eux qui sont toujours favoris pour remporter la série mondiale. Passons maintenant aux Braves d'Atlanta qui, on peut le dire, ont une saison quand même impressionnante considérant la perte en début de saison de leur joueur étoile Ronald Acuna, blessé au genou.
Les Braves se positionnent deuxième au classement avec une fiche de 66-58 et sont présentement en place dans le wild card. Des stars comme Marcell Ozuna ont mené l'offensive, cumulant les performances exceptionnelles tout au long de la saison grâce à 36 circuits et 93 points produits jusqu'à présent. Du côté des lanceurs maintenant, Chris Sale connaît encore une fois une très bonne saison de son côté avec une fiche de 14-3 et un ERA de 2,62. Le bullpen a été également un atout majeur sécurisant de nombreuses victoires cruciales. Ils devront continuer leur bonne performance puisque les Mets les suivent de près à 2 matchs de retard seulement. Passons maintenant aux Mets de New York. Et leur saison aux Mets a été marquée par des performances intéressantes avec des moments de haut et de bas. L'équipe lutte pour rester constante, ce qui se reflète dans leur bilan global, eux qui ont une fiche de 64-60 à 2 matchs d'une place dans le wild card. Offensivement, les Mets ont bénéficié des contributions des joueurs clés comme Pete Alonso, malgré un petit ralentissement à une fiche de 27 circuits et 69 points produits, et de Francisco Lindor, qui lui a 24 circuits pour 72 points produits. La rotation des lanceurs, malgré des bons talents, ont connu beaucoup de difficultés à rester constants tout au long de la saison. Le bullpen a aussi connu des hauts et des bas, peinant à maintenir des avances dans des moments critiques. Une course avec les Braves pour une place en série sera très intéressante à suivre d'ici la fin de la saison. Passons maintenant aux Nationals de Washington et leur saison a été marquée par des difficultés persistantes avec l'équipe peinant à retrouver son ancien niveau de compétition. Le bilan global des Nationals, 56-69, reflète une année de reconstruction avec des performances inégales à travers l'alignement. L'attaque a montré des signes de potentiel, notamment grâce à des jeunes joueurs comme C.J. Abraham, mais rien de très concluant. La rotation des lanceurs a rencontré des défis importants avec des performances irrégulières et un manque de profondeur. En défense, les Nationals ont été globalement corrects, mais les erreurs et les faiblesses ont coûté cher dans les moments cruciaux. Et pour finir, passons maintenant aux Marlins de Miami, qui eux aussi connaissent une saison extrêmement difficile. Ils occupent d'ailleurs le dernier rang de la division, avec une fiche de 46-78. L'attaque a été invisible tout au long de la saison, malgré 24 circuits de Jake Burger. La rotation des lanceurs a eu beaucoup de difficultés à enchaîner des victoires et a grandement nui à la fiche de l'équipe. Le bullpen, quant à lui, a aussi eu de la difficulté à terminer leur match de façon convaincante. Il faut aussi souligner que les Marlins ont échangé leur joueur étoile Jazz Chisholm Jr. aux Yankees, ce qui confirme le désir de l'équipe de commencer une reconstruction. Allons-y maintenant avec la division ouest de la nationale avec les Dodgers de Los Angeles, qui sont présentement premiers de la division ouest de la nationale et deuxième de la ligue, juste derrière les puissants Phillies de Philadelphie, avec un excellent 73 victoires, 52 défaites. Cette année, l'acquisition de Shohei Ohtani des Angels de Los Angeles a vraiment permis à l'équipe de dominer la nationale complètement grâce à ses 39 circuits, ce qui le met deuxième meilleur de la MLB et premier de la nationale, et 88 points produits, ce qui le place septième meilleur de la ligue. La dernière victoire des séries mondiales pour les Dodgers, ça remonte à 2020, où est-ce que la saison avait été abrégée due à la COVID, où ils ont battu les Rays de Tampa Bay en 6 matchs, mais ont seulement remporté 2 rondes des séries en 3 apparitions depuis 2021. Qui sait, Shohei Ohtani pourrait être l'homme de la situation pour amener le championnat à Los Angeles cette année. Allons-y maintenant avec les Padres de San Diego, qui sont en ce moment deuxième dans la division ouest de la nationale et sont en 4e place dans la nationale et au premier spot du wildcard avec un excellent 70 victoires, 55 défaites, eux qui tentent d'améliorer leurs résultats de la saison dernière, qui était de 82 victoires, 80 défaites.
Ils sont premiers de la MLB dans la moyenne au bâton avec un excellent .266 grâce notamment au succès de leurs 4 meilleurs joueurs, Jurickson Profar avec 19 circuits, 73 points produits, Jake Cronenworth avec 15 circuits et 72 points produits, Manny Machado avec 19 circuits et 71 points produits et Jackson Merrill avec 17 circuits, 66 points produits. Vraiment un quatuor vraiment très efficace pour les Padres cette saison. Dylan Cease, l'ancien lanceur des White Sox de Chicago, qui doit être extrêmement content d'avoir une nouvelle équipe sous son aile, connaît énormément de succès avec sa nouvelle équipe, lui qui est le deuxième meilleur lanceur pour les retraits avec 186, juste derrière Chris Sale qui en a 187. Pour les Padres, ça va vraiment être une tentative de revenir en série pour une troisième fois en 10 années, eux qui n'ont pas réussi à les atteindre la saison passée encore une fois. Pour les Padres, ça sera comme objectif de gagner leur première série mondiale cette année avec une équipe qui est extrêmement bien bâtie pour atteindre l'ultime objectif. Allons-y maintenant des Diamondbacks de l'Arizona qui sont en ce moment 3e de la division ouest de la nationale, juste derrière les Padres, en 2e position du wildcard avec un 66 victoires, 58 défaites, un léger déclin de l'année passée, eux qui avaient eu 84 victoires et 78 défaites. Les Diamondbacks tentent de se reprendre en main depuis leur série mondiale extrêmement décevante l'année passée face aux Rangers du Texas qui les ont dominés en 5 matchs pour obtenir leur premier championnat de leur histoire. Les Diamondbacks qui avaient vraiment déçu, qui s'étaient complètement écroulés en fait en série mondiale face aux Rangers. Et Ketel Marte, qui a eu 25 circuits et 82 points produits l'année passée, surpasse vraiment les attentes avec ses 30 circuits, ce qui le met au 8e meilleur de la ligue, et 81 points produits cette année. Cette saison, les Diamondbacks vraiment tenteront le tout pour le tout en essayant d'au moins bien finir dans le wildcard de la nationale et tenter de retourner en série mondiale pour une deuxième année consécutive et peut-être gagner les séries mondiales cette fois-ci. Allons-y maintenant des Giants de San Francisco qui sont 4e de la division ouest de la nationale, 5e du wildcard de la Ligue nationale avec vraiment un décevant 63 victoires, 63 défaites. On ne réussit pas à trouver une constante dans les victoires cette année, qui est un résultat vraiment similaire à leur 79 victoires, 83 défaites de la saison dernière. Avec seulement 2 apparitions en série en 8 saisons, les Giants restent vraiment une équipe en difficulté malgré leur excellente saison de 107 victoires, 55 défaites en 2021, où ils ont été malheureusement sortis par les Dodgers de Los Angeles en 5 parties. L'acquisition du frappeur des Blue Jays de Toronto, Matt Chapman, a vraiment été une excellente affaire pour l'équipe, lui qui mène les Giants avec 19 circuits et 61 points produits. Mais malgré ses succès à lui, les Giants ont beaucoup de difficultés à monter au classement depuis quelques saisons, causées par leur manque de constance pour ce qui est des victoires, comme j'ai mentionné précédemment. Leur manager Bob Melvin devra vraiment se concentrer vers une amélioration de l'équipe s'il veut les ramener en série une fois de plus. Allons-y maintenant pour la dernière équipe de la nationale, les Rockies du Colorado, qui eux ont 46 victoires et 79 défaites, qui est un résultat qui est aussi décevant que la saison dernière, eux qui avaient fini avec un terrible 59 victoires et 103 défaites. En 10 saisons, ils ont seulement atteint les séries 2 fois, perdant les séries de division pendant ces 2 tentatives. Mais leur meilleur résultat en série était en 2007, où ils ont atteint les séries mondiales, là où les Red Sox ont complètement mis fin à leur chance de remporter leur premier titre de leur histoire en les balayant en 4 matchs. Brenton Doyle reste tout de même le meilleur joueur des Rockies à sa 2e saison en carrière, avec 20 circuits et 60 points produits, une excellente amélioration de sa saison recrue de l'année passée de 10 circuits et 48 points produits. Donc pour ce qui est des Rockies, ils vont vraiment devoir trouver une façon de remonter la pente, trouver des façons de gagner,
et de retrouver la voie des séries éliminatoires. Maintenant, passons dans la division centrale dans la Ligue nationale. Commençons avec les Brewers de Milwaukee. La saison 2024 des Brewers a été marquée par une solide performance qui les a maintenus en bonne position dans la division centrale, eux qui occupent le premier rang avec une fiche de 72-52 avec 11 matchs d'avance sur Saint-Louis. L'attaque a été bien équilibrée avec des contributions significatives de Christian Yelich et Willie Adams, permettant à l'équipe de marquer régulièrement. En défense, les Brewers ont montré une cohérence avec des joueurs comme William Contreras et Garrett Mitchell qui assurent une couverture solide sur le terrain. Cette combinaison de force offensive, de solidité au monticule et de défense fiable a permis aux Brewers de rester compétitifs et de se maintenir dans la course aux séries éliminatoires. Malheureusement, Christian Yelich ratera le reste de la saison pour une blessure au dos subie cette semaine. On espère que cette lourde perte ne va pas trop affecter les résultats et performances de l'équipe dans ce dernier droit de la saison régulière. Maintenant pour les Cardinals de Saint-Louis. La saison des Cardinals a été marquée par des performances inégales. L'équipe a eu des difficultés à maintenir une constance, ce qui a affecté leur bilan global et leur position dans la division centrale. Ils sont présentement deuxième du classement avec une fiche de 61-63 avec 5 matchs de retard pour une place en wildcard. L'attaque, bien que capable de moments forts, a souvent été effacée avec des contributions variables de joueurs comme Nolan Arenado et Paul Goldschmidt qui totalisent seulement 13 et 19 coups de circuit pour 55 et 49 points. Produits respectivement. La rotation des lanceurs a également rencontré des problèmes avec des performances parfois décevantes et des blessures qui ont perturbé la stabilité sur le monticule. En défense, les Cardinals ont montré des signes de solidité, mais des erreurs occasionnelles ont eu un impact négatif. Dans l'ensemble, malgré quelques performances notables, la saison a été marquée par des défis constants qui ont empêché l'équipe de rivaliser efficacement pour les séries éliminatoires. Reste à voir s'ils seront en mesure de remonter en fin de saison et d'attraper une place en wildcard pour participer aux séries. Allons-y maintenant pour les Cubs de Chicago. La saison Cubs a été marquée par des performances compétitives et une montée en puissance notable. L'équipe affiche un bilan de 61-64, troisième de la division, se battant pour une place dans les séries éliminatoires grâce à une attaque dynamique menée par des joueurs comme Ian Happ et Cody Bellinger, la rotation des lanceurs qui, malgré quelques difficultés de Justin Steele, avec une fiche de 3-5, peuvent compter sur leur lanceur étoile Shota Imanaga, qui cette saison en 23 matchs détient une fiche de 9-3 avec un ERA de 3.11 et 137 retraits au bâton. En défense, les Cubs ont montré de la cohérence avec des contributions clés de joueurs comme Nico Hoerner. Bien qu'ils aient connu quelques hauts et bas, leur solidité globale et leur capacité à se battre jusqu'à la fin font en sorte qu'ils sont eux aussi dans la course, tout comme les Cards, avec un retard de 5.5 à la course au wildcard. Ils devront tout donner en cette fin de saison pour espérer continuer en séries éliminatoires, eux qui viennent de remporter leur série de 3 matchs face aux Blue Jays 2-1. Maintenant pour les Reds de Cincinnati, avec un dossier de 60-64, la saison des Reds a été marquée par une amélioration notable et une performance compétitive. L'équipe a affiché un bilan solide, se battant pour une place en séries éliminatoires grâce à une attaque dynamique dirigée par des joueurs comme Elly De La Cruz et Jonathan India et Spencer Steer qui totalisent respectivement 21, 11 et 18 circuits
pour 52, 46 et 75 points produits. De la Cruz a aussi exécuté 59 vols de but depuis le début de la saison. La rotation des lanceurs a montré des signes de solidité avec des performances encourageantes de la part des jeunes talents et des ajouts récents dont Hunter Green, qui en 24 matchs a une fiche de 9-4 pour un ERA de 2.83 et 162 retraits, et Nick Lodolo, qui lui, en 20 matchs, détient une fiche de 9-5 avec un ERA de 4.55 et 113 retraits. En défense, les Reds ont été cohérents avec des contributions importantes des joueurs en poste. Bien que l'équipe ait rencontré des défis tout au long de la saison, leur résilience et leur compétitivité font en sorte qu'ils sont seulement à 6 matchs d'une place en wildcard, mais il faudra travailler vite pour y arriver, eux qui sont sur une série de 3 défaites consécutives. Et maintenant, pour les Pirates de Pittsburgh, la saison difficile des Pirates a été marquée par des performances inégales et des défis constants. L'équipe a lutté pour maintenir une constance tout au long de la saison, ce qui a impacté leur bilan global et leur position dans la division centrale, eux qui occupent le 5e et dernier rang avec une fiche de 58-65. L'attaque a montré des signes de potentiel avec des contributions sporadiques de jeunes talents comme O'Neal Cruz, qui totalise 18 circuits et 61 points produits. Brian Reynolds, avec 19 circuits et 69 points produits, et Brian de la Cruz, avec 18 circuits et 53 points produits, mais a manqué de la régularité. La rotation des lanceurs a été instable avec des difficultés à obtenir des performances fiables sur le monticule. Sauf bien sûr pour la recrue Paul Skeens, qui a une saison remarquable, lui qui en 16 matchs cette saison a une fiche de 7-2 pour un ERA impressionnant de 2.30 et 121 retraits au bâton. Lui qui a aussi fait partie du match des étoiles il y a quelques semaines déjà. En défense, les Pirates ont été globalement corrects, mais ont parfois commis des erreurs coûteuses. Bien que l'équipe a eu des moments prometteurs, elle a eu du mal à rivaliser efficacement dans sa division. Ils sont quand même seulement qu'à 6 matchs dans la course pour le wild card, mais il faudra faire vite pour qu'ils rattrapent leur retard. Merci tout le monde pour ces informations. C'est vraiment le dernier push pour les séries de la MLB. On a vraiment hâte de voir ça va être quoi le résultat final dans quelques mois. Merci tout le monde encore une fois pour votre écoute. Et c'est ce qui va conclure cet épisode de Sur ce, bonne soirée. J'espère, comme à l'habitude, que vous avez été autant instruits que divertis. Et on se voit la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Merci et bonne soirée.